Salam alaikum Zulfillaoun, bonjour. Nous abordons aujourd'hui la troisième partie de notre série consacrée à la séparation des pouvoirs en Algérie. Aujourd'hui, c'est du pouvoir judiciaire que nous parlerons avec nos invités, tous deux avocats, Maître Khaled Bourayo et Maître Nordin Ahmed. Sans plus tarder, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Maître Khaled Bourayo, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Maître Bourayo n'est pas encore avec nous. Donc, Nordin Ahmed, merci encore une fois d'être avec nous. Merci. Vous êtes très sollicité ces derniers temps. Pas de problème. Voilà. Alors, merci. Alors, d'une façon générale, comme les autres pouvoirs, nous avons déjà parlé du pouvoir législatif par rapport au vrai pouvoir, au pouvoir occulte qui dirige le pays. Et aujourd'hui, nous allons donc parler du pouvoir législatif. À votre avis, et je poserai la même question à Maître Bourayo tout à l'heure, à votre avis, est-ce qu'il y a réellement cette indépendance de la justice que le régime prétend et que les magistrats eux-mêmes prétendent? On a une démocratie de façade. Il n'y a pas de pouvoir, il y a un seul pouvoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir politique qui exerce tous les pouvoirs. Il a entre ses mains tous les moyens de l'État, il utilise comme il l'entend. Donc, bon, il y a un retour de... Allô? Allô? Oui, oui, Maître Ahmed, on vous écoute. Ah, d'accord. Oui, oui. Bon. J'entends le retour de oui. Non, on vous entend très bien. Poursuivez, je vous en prie. Donc, j'ai dit, on a un seul pouvoir, on a le pouvoir politique qui exerce tous les pouvoirs. Il a entre ses mains tous les moyens de l'État, notamment la finance publique, la force publique, et malheureusement, le vrai pouvoir, c'est l'armée depuis l'indépendance, voire même avant. C'est ça le problème de l'Algérie en fin de compte. Donc, il y a un groupe d'hommes qui exercent des pouvoirs au nom du peuple alors qu'ils n'ont aucune légitimité. Donc, toutes les élections qui ont été faites depuis 62 jusqu'à maintenant, à l'exception de plus ou moins de quelques élections de 90-91, mais en dehors de ça, aucune élection n'est légitime ni valable. Donc, les représentants du peuple ne le sont pas. C'est des gens choisis carrément par le pouvoir. Et vous voyez bien comment ils se comportent. Ils se comportent comme des marionnettes. Le pouvoir judiciaire, théoriquement, de plus ou moins, quand on voit la Constitution, théoriquement, il y a un semblant d'indépendance, mais pratiquement, il n'y a rien, surtout quand il s'agit de certaines affaires d'une certaine nature. Alors là, il n'y a pas de justice, carrément, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, quand il s'agit des dossiers qui touchent à la corruption, qui touchent aux aspects politiques, sinon, plus précisément, aux libertés individuelles, aux collectifs. Donc, à chaque fois qu'il y a une tentative d'un certain nombre de citoyens qui essaient de s'exprimer en utilisant leurs droits constitutionnels et leurs droits énoncés dans les pactes internationaux ratifiés par l'Algérie, c'est la répression qui suit. Et malheureusement, même la justice concernant ces dossiers, elle marche. Il n'y a même pas un semblant dans ce genre d'affaires d'indépendance. Restez avec nous, Maître Ahmed. Maître Bourayo, Khaled, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Alors, Maître Bourayo, à votre avis, très franchement, en parlant du principe lui-même, la séparation des pouvoirs, vous pensez qu'en Occident, il y a une réelle séparation des pouvoirs, que le pouvoir judiciaire
est réellement indépendant du pouvoir politique et des autres moyens, des autres lobbies de pression? Écoutez, dans les régimes libéraux en Europe, aussi bien aux États-Unis, le pouvoir judiciaire est indépendant. Et il combat encore pour plus d'indépendance. Oui. Quand un juge d'instruction convoque un président de la République, c'est un signe d'indépendance. Oui. Quand le juge d'instruction jouit de toutes les prérogatives pour mener à bien son information judiciaire, c'est une forme d'indépendance. Oui. Mais nous avons aussi hérité d'un système français où l'instruction est secrète, où il y a de l'opacité dans la conduite de certaines mesures d'instruction. Le système français n'est pas l'idéal en matière d'indépendance de justice. Mais en France, il y a pourtant une véritable séparation entre les juges de siège et le pouvoir politique. Je peux vous dire en France que le pouvoir judiciaire est sous l'influence aussi du pouvoir politique. Les juges d'instruction, par exemple, les juges de siège. Écoutez, par différents moyens, on essaye quand même d'encadrer la liberté, l'indépendance de la justice, l'indépendance du magistrat. Donc, dans tous les pays, il y a une forme de pression sur le pouvoir judiciaire, parce que c'est le pouvoir judiciaire qui peut traquer le monde politique, qui peut le contrôler. Donc, il y a, dans la séparation des pouvoirs, il y a une lutte de pouvoir. Oui, oui. Donc maintenant, la situation en Algérie. Oui. Je partage ce qu'a dit mon brillant confrère. Tout le monde ici, en Algérie, considère que nous n'avons pas une justice indépendante. Oui. Je pense que le citoyen est le plus à même à le dire. Les différentes interviews, les émissions sur la parole, lorsque la parole est donnée aux citoyens, tout le monde s'accorde. D'ailleurs, même le président de la République. Pour ça, il est très cohérent. Je ne l'ai jamais entendu parler d'indépendance de la justice. Oui. Mais justement, à ce sujet, Jamel Aïdoni, le président du syndicat national des magistrats, vient de faire des déclarations assez, j'allais dire, particulières, pour ne pas dire plus, où il reconnaît implicitement qu'il y a de la corruption quasiment massive dans le corps des magistrats, et il dit, sans plus de complications, que le seul moyen que de mettre les magistrats hors de la portée des corrupteurs, c'est de bien les payer. Qu'est-ce que vous pensez de cette curieuse déclaration? Écoutez, le syndicat des magistrats, dont j'étais à un certain moment avocat, au moment où l'actuel ministre de la Justice était président du syndicat, le syndicat actuel est un syndicat de revendication salariale. Pas plus. D'accord. Ça veut dire que les principes d'indépendance, ne rentrent pas dans ces aspirations, si ce n'est dans ces prérogatives. Absolument. Et on aurait souhaité, en fin de compte, qu'on mette l'accent sur la revendication de l'indépendance de la justice, qui est la revendication meilleure. Et elle peut, à mon avis, donner une crédibilité à ce syndicat. Maintenant, aussi, on pense, c'est une vision des choses aussi qu'on a vécue, qu'on pense qu'en augmentant les salaires, on met le juge à l'abri de la corruption. Oui. C'est pas le juge, c'est le système politique, le système judiciaire aujourd'hui, qui n'est pas à l'abri de la corruption. Parce que le système judiciaire ne peut pas fonctionner tout seul, ne peut pas donner des réponses sociales tout seul. Le système fonctionne avec des administrations, un environnement qui lui permet d'être indépendant. Or, aujourd'hui, le système judiciaire subit l'influence de deux éléments. L'élément de l'argent. Aujourd'hui, l'argent a fait son entrée, je dirais même triomphale dans le système judiciaire. L'argent, aujourd'hui, est une influence très négative. Il y a aussi l'influence politique. Quand vous prenez la plupart des affaires économiques, elles sont traitées avec vigilance par le ministère public, et rarement on assiste à des relax. Oui.
Vous prenez le problème de la presse. Les journalistes, rares sont les affaires où les journalistes ont pu avoir droit à un relax. Donc c'est un système... Oui. Maître Bourayou. Allô? Oui, oui, nous vous écoutons. Poursuivez, Maître Bourayou, nous vous entendons. Donc, à mon avis, et d'ailleurs, la caractéristique des régimes arabes, des États arabes, plutôt des régimes arabes, c'est que le système judiciaire est un système qui est fermé, c'est un système, c'est beaucoup plus un instrument de répression qu'un système de valeurs, de droit et d'équité. Mais, Maître Bourayou, vous parlez de système qui serait donc qui dysfonctionnerait en quelque sorte. Est-ce que, en l'occurrence, ce système, est-ce qu'il n'aurait pas des noms plutôt? Est-ce que ce système n'aurait pas laissé la place non seulement à des forces d'argent qui sont en train de s'engouffrer, comme vous l'avez précisé, mais aussi à des gens qui ont pris l'institution présidentielle, si je peux l'appeler comme ça, en otage et qui règnent en son nom et qui lance des injonctions aux magistrats pour traiter telle affaire de cette manière et telle autre affaire de corruption d'une autre manière. Est-ce qu'il n'y a pas des gens et des noms derrière ce système dont vous parlez? Écoutez, mon confrère l'a dit, depuis 1962, nous avons passé d'un système où il y a la fusion de l'État et des partis, où le système judiciaire avait plus de cohérence qu'aujourd'hui. Le système judiciaire d'avant, c'est un système qui défendait les idées de la révolution socialiste, ses acquis, etc. Donc le juge avait une fonction. Oui. D'accord? Aujourd'hui, le système a totalement changé. Il ne défend pas une idéologie, mais il défend aujourd'hui les intérêts d'un système. C'est le pouvoir politique. Oui. Quand vous savez que le ministère public est sous le contrôle et la direction du ministre de la Justice, oui, et qu'il n'y a pas d'autonomie du ministère public, quand le juge d'instruction est, je dirais, est sous l'ascendant du procureur de la République, donc nous avons un système où l'omnipotence du ministère public l'emporte. Donc le représentant de l'exécutif l'emporte quand même sur le fonctionnement du système judiciaire. Oui. Oui. Restez avec nous, Maître Bourayou. Maître Ahmin, comment Aïdoni a parlé donc de cette fameuse indépendance interne qui est la liberté de fixer soi-même, que les magistrats puissent fixer eux-mêmes leur propre salaire, ce qui les rendrait, à son avis, plus indépendants, plus autonomes. Mais en fait, comment des magistrats peuvent-ils être, un tant soit peu, indépendants lorsque, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, les mesures d'affectation, les mesures de promotion, y compris les mesures d'attribution de logement, sont entre les mains de cette administration et donc du pouvoir réel? Oui, c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure que le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas le problème de l'indépendance de la justice, ne réside pas en matière de finances, c'est autre chose. Déjà, c'est un état d'esprit. C'est une indépendance dans la tête, dans l'esprit des juges et dans l'esprit de toute personne qui a une certaine influence sur la justice. En même temps, c'est une volonté d'abord, une volonté d'aller vers une indépendance de la justice. Maintenant, si l'élément financier doit être pris en considération, mettre le juge à l'abri, pour lui donner sa valeur, ce n'est pas le mettre à l'abri, ça c'est une conception bizarre, c'est mettre en valeur le juge. Le juge, il ne doit pas être, dans le besoin en matière financière. Le juge, il doit être quelqu'un de respecté et respectable. Donc, bien sûr, le mettre à l'abri de l'argent dans ce sens, je suis tout à fait d'accord. Mais ça c'est secondaire. Ça vient une fois qu'on prend en considération le système lui-même. C'est-à-dire qu'il faut changer le système, il faut changer les mentalités, il faut changer. Et bien sûr, là, pour faire tout cela, il faut aller dans le sens de la construction d'un état de droit.
Finalement, c'est un tout. On ne peut pas isoler uniquement, dire, voilà, on va avoir l'indépendance de l'Algérie. Si on n'a pas dans l'esprit la construction d'un État de droit, et si on n'a pas une volonté politique qui va dans ce sens, c'est tout ce qu'on est en train de dire, ça ne veut rien dire. Ce système continuera à sévir et à sauvegarder. Mais si nous ne devions parler que de ce seul aspect de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit dont vous parlez, si je vous demandais de nous dire quelles seraient les conditions idoines pour aller vers une véritable séparation du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif ou des autres forces occultes soient-elles? À mon sens, c'est comme je vois, il y a deux moyens d'aller vers l'état de droit, donc la séparation des pouvoirs, oui. Qui va avec, bien sûr. Le premier, l'existence d'une volonté politique. S'il y a ceux qui détiennent le pouvoir, que ce soit le pouvoir réel, que ce soit le pouvoir apparent, si un jour, je ne sais pas, ils vont devenir des Algériens, ils vont réfléchir à l'Algérie, ils vont au devenir de l'Algérie, ils vont dire, comme on dit, on va revoir notre copie et aller dans l'autre sens d'amorcer un changement interne. Et ils vont vers la société, justement. Mais Maître Ahmin, excusez-moi, peut-être ça va vous paraître un excès de langage, mais vous pensez qu'une mafiocratie qui a réussi la gageure à prendre le pouvoir va d'elle-même... Oui, je vous en prie. Oui, j'arrive. Là, c'est presque une utopie. Je suis tout à fait d'accord, absolument. Oui. Surtout ces derniers temps, comment ils se comportent, c'est comme des vulgaires voyous. Donc, c'est vrai, on ne peut pas s'attendre... Absolument. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est des choses envisageables, même ils n'ont, je ne sais pas, un pourcentage très infime pour que cela se réalise. Je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, j'ai dit, il y a on peut voir les choses ainsi, comme et à défaut, bien sûr. Oui. Et comme cela ne peut pas se réaliser, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est la société elle-même qui va se prendre en charge dans le sens du changement. Parce que finalement, on ne peut pas continuer éternellement comme ça. C'est impossible. Il faut un changement. Il faut donner... Mais comment, Maître Ahmin, comment? Quelle proposition concrète pourriez-vous faire par rapport à la situation que nous vivons pour aller vers une justice indépendante de ce pouvoir? D'abord, l'article 6 de la Constitution qui stipule que quelque chose dans les pouvoirs émane du peuple. Donc, c'est le peuple qui détient le vrai pouvoir en réalité. En théorie. En théorie, bien sûr. En théorie plutôt, oui, c'est ça. Donc, maintenant, un jour, il faut qu'on arrive à concrétiser justement... rendre le pouvoir au comment et comment à ce moment-là, voilà, justement, c'est des luttes continuelles, quotidiennes. Bien sûr, même les pratiques du pouvoir, même ce qui se passe comme répression, comme cela provoque au sein de la société justement une certaine prise de conscience. Et il y a une prise de conscience, mais maintenant, pour aller vers l'action, pour concrétiser, pour aller vers le début d'un changement, là maintenant, c'est ça la difficulté. La difficulté réside là. Pourquoi? Parce que d'abord, on a deux éléments maintenant, malheureusement, qui freinent une évolution dans ce sens. La première, on fait peur aux gens que si vous insistez et vous voulez aller dans cette voie... C'est la Syrie, la Libye. Déjà, avant ça, la décennie noire. Ouais. Voilà, 90, déjà avant la Syrie, la Libye. Ouais. Maintenant, il y a la Libye et la Syrie. Donc voilà, si vous persistez dans ce sens, vous aurez la Libye ou la Syrie. Donc on fait peur, et c'est vrai, les gens ont peur de ça, ils ne veulent pas aller vers donc, le changement qu'il faut provoquer, c'est un changement pacifique, et ça demande premièrement du temps et ça demande du travail. Il faut tous les gens qui sont conscients s'impliquer dans ce sens.
justement de prendre leur part de responsabilité, de travailler, ça veut dire que ça ne viendra pas seulement des magistrats, ça viendra de toute la société. De toute la société. Ce n'est pas un problème. Si on va attendre que ça vienne de la part de, bon, avec tous mes respects, les magistrats, eux aussi sont des Algériens comme nous. Hein. Eux aussi, ils sont inquiets de la situation de l'Algérie. Ils sont conscients comme tout le monde. Bon, du moins une bonne partie. Bien sûr, c'est des citoyens algériens, comme au sein de l'armée, comme au sein des forces de sécurité et tout cela. Restez avec nous, Nourdine Ahmine. Je vais poser la question à Khaled Bourayou. La même question. Khaled Bourayou, à votre avis, si vous deviez proposer quelque chose pour que ce pouvoir judiciaire devienne réellement indépendant du pouvoir, qu'est-ce que vous nous diriez? Qu'est-ce que vous proposeriez? Il faut que les choses soient claires. Aujourd'hui, nous avons un système qui n'est pas indépendant. Aujourd'hui, est-ce que c'est la faute des juges aujourd'hui qu'on veut accabler? Je dis que nous avons de très bons juges, très humains. La majorité de nos juges est intègre. Et aujourd'hui, quelle est la question qui se pose? Comment changer? Comment arriver à un état de droit, à un système judiciaire indépendant? Vous savez, depuis quelques années, on développe la critique dans notre pays. On développe une critique sans rien proposer. Oui. Comment aujourd'hui transformer un pouvoir? Depuis tout à l'heure, on parle d'un pouvoir. Qu'est-ce que c'est la définition d'un pouvoir? Certains parlent d'un clan, certains parlent d'une autorité obscure, certains parlent... Donc la définition du pouvoir, déjà, nous sépare de la définition de l'institution. Il faut dans ce pays, dans notre pays, des institutions fortes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est la loi qui doit l'emporter sur l'homme. L'homme doit servir la loi. D'accord? Oui, poursuivez. Deuxième chose. Oui. Aujourd'hui, l'état de droit, ce n'est pas une par magie, comme on allume une cigarette. Oui. L'état de droit est un processus historique, sociologique, social et politique, même économique, qui permettent à ce que les institutions gouvernent le pays sous l'autorité de la loi. C'est aussi simple. Comment y arriver? À mon avis, il faut mettre le pays sur les rails d'un état de droit. Ça peut mettre 5, 10 ans, 15 ans, mais l'essentiel, c'est que... Qui le mettrait sur les rails, sur ces rails-là? Je vais vous dire une chose. Oui. Il y a aujourd'hui une nécessité, je dirais, presque absolue. Il n'y a pas dans notre pays une solution autre que celle de la liberté et des droits fondamentaux. Notre pays doit aujourd'hui se faire régner par ces valeurs qui sont des valeurs fondamentales, la liberté d'abord. Plus vous donnez de la liberté aux gens et plus ils participent à la société, plus ils participent à l'État. Plus vous donnez de la liberté, plus ils deviennent des citoyens. Quand ils deviennent des citoyens, ils connaissent leurs droits et leurs obligations. Mais qui va leur donner ces libertés, Maître Bourayou? Qui, au juste? Est-ce que vous parlez du pouvoir en place? Je vais vous dire une chose. Oui. Les processus révolutionnaires ne mènent à rien. D'accord. Moi, je pense historiquement, ils sont dépassés. Ça mène dans le pays dans la violence, dans la guerre civile, etc. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait une volonté politique. Ça veut dire du même régime qui tient le pays, de cette mafiocratie, pour l'appeler par son nom. Écoutez, malheureusement, il faut faire avec. Oui, mais ils ne sont pas disposés, ils ne vont pas lâcher le pouvoir, puisqu'ils l'ont, et que personne ne les inquiète. Pourquoi voulez-vous qu'ils vous le rendent ou qu'il va se... Un soulèvement va permettre, va régler ça? Vous croyez que la violence va régler ça? Non, je ne parle pas de violence. Moi, je pose la question, sachant que ce pouvoir a le pouvoir réel entre les mains, il ne va pas le lâcher. Il n'est pas disposé à le lâcher. Tout indique qu'au contraire, il cherche à le renforcer, à le contrôler encore plus qu'il ne le fait en ce moment. Je vais vous dire une chose. Oui. Il y a eu plus de liberté dans notre pays en matière de crise. Quand la crise économique frappait ce pays, il y avait plus de liberté.
la manne du pétrole ne suffira plus à maintenir ce système. La manne du pétrole ne suffira plus à maintenir ce pouvoir. À anesthésier les foules, à corrompre les gens. Comment? La manne pétrolière ne permettra plus de corrompre des masses entières de gens. Bien sûr, elle permet quand même elle permet la corruption et elle permet quand même de tenir une société aujourd'hui en essayant d'assurer un certain niveau de besoins sociaux. Mais ça ne durera pas. Oui. Aujourd'hui, ce pouvoir, c'est vrai que c'est un pouvoir qui nie l'opposition, qui ne reconnaît pas la société civile. Donc ça va mener à la violence nécessairement. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Non, mais personne ne préconise la violence, sauf que nous sommes en droit de nous poser la question de savoir comment ce régime pourrait en arriver de lui-même à remettre les clés de la cambuse. J'ai participé à une émission de télévision qui a été très bien écoutée, où j'ai dit la seule institution aujourd'hui, c'est l'institution du pays, du président de la République, qui a concentré tous les pouvoirs. C'est lui qui est capable de faire avancer le pays comme de... Mais Maître Bourayou, vous serez d'accord avec moi, j'espère, pour reconnaître que ce président est complètement déconnecté, qu'il n'est plus capable d'assumer ses charges et que des gens règnent en son nom et lieu. Écoutez, c'est vrai que la situation actuelle n'est pas... nous avons un président qui est malade, et tout le monde le sait, qui ne peut pas assurer. Et à mon avis, il est temps qu'on dépasse cette situation. Il est temps aujourd'hui d'aller vers des élections libres pour qu'il y ait quand même l'élection d'un président qui soit capable de mener le pays. Mais Maître Bourayou, vous parlez d'or. Ce que vous dites est vraiment très sensé. Le problème est que moi, j'aimerais savoir qui va décider de cette dynamique positive, qui va décider d'aller vers ces changements qui sont vraiment, on ne peut plus impératifs, sinon il y aura vraiment péril en la demeure. Mais le problème, c'est que ce régime qui tient le pouvoir, tous les signes indiquent que non seulement il veut le garder, mais qu'en plus il veut s'assurer que la suite des événements ne lui fera pas de surprise et qu'il sera toujours à la tête de ce pays. Donc il n'est pas disposé à apporter ces changements. La solution, si cette situation arrive de perdure, c'est la violence qui sera le seul dialogue. Et donc ce sera le régime qui l'aura provoqué, et non pas les gens qui appellent un changement de l'ordre. En 2012, des statistiques ont été données qu'il y a eu quelques 12 000 soulèvements. On a allumé des feux, on a cassé des choses. Il y a une violence qui en léthargie, mais qui risque aujourd'hui de sortir. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une conscience nationale, notamment au niveau des dirigeants, qu'aujourd'hui l'intérêt du pays doit l'emporter sur leurs propres intérêts, on ira vers une violence, vers un cycle de violence, où celui qui paiera, c'est aussi la société. Mais sinon, Khaled Bourayou, Maître Khaled Bourayou, vous disiez tout à l'heure que la majorité des magistrats étaient intègres. Vous avez bien dit, la majorité de ces magistrats est intègre. Or, comment expliquez-vous qu'une majorité de juges intègres puisse accepter le fait qu'il y ait une minorité de gens corrompus en son sein? S'ils étaient réellement aussi majoritaires que vous l'affirmez, comment se fait-il qu'il n'ait pas eu le dessus sur ceux qui sont en train de salir leur réputation et leur noble fonction? Écoutez, cher ami, vous vivez en Algérie. L'Algérie est dans un ensemble de pays arabes. Nous avons un système judiciaire qui est à l'image quand même de beaucoup de pays arabes. Je dirais, Maître Ahmed ne pourra pas me contredire que le droit de la défense s'exerce fortement dans ce pays. Il n'y a pas de critique absolument préservée au niveau du droit de la défense. Il est normal qu'il y ait des magistrats corrompus comme dans tout le monde. Dans le système français, il y a des magistrats corrompus. Mais à ce point, de façon aussi outrancière,
où les magistrats ne cachent même plus leur train de vie qu'ils affichent ostentatoirement. Vous pensez que c'est normal, que c'est comparable à d'autres pays? Parce que je vais vous expliquer une chose. Vous prenez l'article 37 de la loi, de l'ordonnance de la loi 0601, la déclaration de patrimoine. Elle ne se fait pas par les responsables de ce pays. Comment voulez-vous qu'un cadre va déclarer son patrimoine? Aujourd'hui, nous avons besoin d'institutions fortes et de morale. Malheureusement, aujourd'hui, la morale s'effiloche très fortement et nous sommes aujourd'hui dans un état où nous sommes dans une crise, absence de dialogue, absence de concertation, absence de reconnaissance du droit de l'opposition à s'exercer, absence de liberté très forte, de liberté de participation, de liberté de réunion, de liberté d'encadrement. Tout ça est absent dans notre pays. Mais ça va donner une solution de violence. Moi, je suis très, très pessimiste que si cette situation persiste, nous irons vers la violence. Merci, Maître Bourayou. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Maître Nourdine Ahmine, Maître Bourayou vient de nous dire que pour lui, la majorité des magistrats est intègre. Que ceux qui sont intègres sont plus nombreux que ceux qui sont corrompus. Ce dont je ne suis pas d'accord avec lui, et je le dis très franchement, comme la plupart des Algériens, je pense que la corruption, malheureusement, s'est engouffrée très fortement dans ce corps et que je ne pense pas qu'il soit majoritaire, des magistrats intègres. Quelle est votre propre opinion sur la question? Moi aussi, je pense, ils sont quand même, il y a un bon nombre de magistrats qui sont là, qui sont intègres, qui font leur travail convenablement. Là, il faut le dire, parce que mais le problème, ce n'est pas en termes de majorité ou de minorité, c'est en termes de la sanction. Est-ce que justement c'est un système qui a imposé, comme on dit en arabe, c'est-à-dire ils ont adopté ce dicton, ils veulent, voilà, c'est ça. Donc, si on généralise la corruption, donc ça devient supportable. C'est tout à fait normal. Ça rentre dans la norme presque, je dirais. Là, ça cache justement les gens intègres. Malheureusement, on ne les voit pas. Parce que les gens intègres, d'ailleurs, dans tous les domaines, y compris la justice, ceux qui font leur travail normalement et tout, on ne les voit pas. Parce qu'ils sont là à faire leur travail, c'est tout. Par contre, la corruption, justement, c'est des choses, c'est des phénomènes quand ils sont là, quand on exerce la corruption et tout, quand on accepte, ça se voit, ça parle. Et les gens, et c'est vrai, il n'y a pas de sanctions, donc les juges n'ont pas peur, c'est vrai, ceux qui sont corrompus n'ont pas peur d'exhiber leur richesse, comme les généraux, comme il faut le dire aussi, même au sein de l'armée, et il y a des gens qui s'enrichissent. Mais Maître Ahmine, c'est vrai, c'est très vrai ce que vous dites, mais cette banalisation de la corruption qui est arrivée, comme vous le dites, à devenir une norme, ça veut dire qu'elle passe tout à fait inaperçue, que c'est peut-être même le contraire qui pourrait choquer. Est-ce qu'elle est due au fait qu'elle est banalisée justement, ou plutôt parce qu'il y a un deal dans l'air entre un pouvoir qui ferme les yeux sur la corruption des magistrats en échange de leur obéissance, de leur soumission à ces injonctions? Est-ce que ce n'est pas plutôt cette sorte de deal qui fait que les magistrats ne se cachent plus, qu'ils exposent leurs biens mal acquis sur la place publique? Le pouvoir n'a pas besoin de passer des deals avec la justice, avec les juges, avec X ou Y. Le pouvoir, il est là justement à imposer sa ligne de conduite, à imposer son diktat. Donc son diktat, ces dernières années, il l'exerce en même temps avec la corruption. Donc, pourquoi la corruption? C'est-à-dire, pour être avec le pouvoir, pour être avec lui, pour le défendre, il faut une contrepartie. C'est ça, c'est comme ça le point de départ de la corruption. Il faut une contrepartie. Si je suis, par exemple, avec ce régime, donc il faut que je sois une contrepartie. Sinon, pourquoi? Donc, il suffit de dire que je suis là avec vous, celui qui est prêt
à accepter la corruption, donc il est systématiquement protégé, que ce soit le juge ou quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc ce n'est pas un deal. C'est des choses qui se font automatiquement avec le pouvoir. Donc le pouvoir s'entoure justement le pouvoir s'entoure des gens qui lui font l'allégeance. Ce n'est pas des gens compétents. Même il ne choisit pas des gens compétents. C'est ça le problème d'Algérie. Oui. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, un juge qui est corrompu, bien sûr, c'est des gens qui ont compris le système, donc bien sûr, il est là au service de ce système quand il le faut. Donc, s'il veut avoir touché de la corruption, personne ne l'arrête. Et c'est valable aussi, comme je l'ai dit, au sein de l'armée, au sein de l'administration, dans tous les domaines sans exception. Malheureusement, ce n'est pas uniquement des fois quand on parle de... Je crois nous-mêmes, nous, avocats, nous ne jouons pas notre rôle comme il se doit, alors que l'article 2 de la loi régissant la profession, la profession d'avocat, c'est pour défendre la primauté de la loi. الدفاع عن مبدأ سيادة القانون الدفاع عن مبدأ سيادة القانون. La défense du principe de souveraineté de la loi. Absolument. Mais Maître Ahmin, pour conclure, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, ce n'est donc pas pour demain. Ce n'est pas malheureusement pour demain, il faut être franc. Et voilà. Merci Nordine Ahmin, merci Khaled Bourayou, merci à ces deux brillants avocats de nous avoir éclairés, de nous avoir confié leurs inquiétudes et leurs espoirs. Salam alaikum, bqaw ala khair, bslama.